Donc, on continue bien notre série sur les kanji, puisqu'aujourd'hui on va atteindre 2000 kanji étudiés ensemble. Elle est pas belle la vie, quoi. Vous vous rendez compte? Du chemin parcouru, c'est ouf, quoi. Donc voilà, si pour soutenir la chaîne et tout, un petit like, un petit commentaire, un petit follow, ça aide énormément. Allez, on y va. La dernière fois, on avait vu le composant qui faisait le nom de famille. Et là, on va voir une petite variation qui ressemble pas mal à ce composant, mais qui commence par la bouche, on va dire. On fait ça, et ensuite, hop, on ferme la bouche, là, on ferme le rectangle, et on dessine la fin de la forme du nom de famille. Voilà. Je suis pas hyper bien fait. Ouais, je vais refaire là. Voilà. Voilà. Là, c'est mieux. On va le faire dépasser un petit peu. Hop. Ça, ce kanji-là signifie le peuple. Tout seul, il peut se prononcer Tami, ce qui est une lecture relativement rare, mais qu'on voit quand même, hein, lecture kun. Mais bon, sa lecture la plus commune, c'est min, comme dans des mots comme minzoku, qui veut dire un peuple de gens. Qu'est-ce qu'on peut dire? Jumin, hein, Jumin, les habitants d'un lieu. Avec le kanji ju de jutaku, l'habitat, ou du verbe sumu, qui veut dire habiter. Voilà, voilà. Donc ça c'est un kanji, vous voyez, niveau N3. Il est très courant. Donc on le voit pas mal. Et si on veut se faire une histoire mnémotechnique, ben, on peut imaginer qu'un peuple, que des gens d'une même nation ou d'un même peuple, euh, ils prononcent avec leur bouche, là, leur nom de famille. Quand on leur demande de prononcer leur nom de famille, bah, ils vont peut-être le prononcer un peu de la même façon. Et on va se dire, ah oui, ça ressemble parce que on est du même peuple, on est de la même nationalité, par exemple. Moi, c'est la petite histoire que je m'étais faite pour connecter la bouche et le nom de famille. Voilà, on prononce son nom de famille de la même façon au sein d'un même peuple. Bon, c'est pas tout à fait vrai, bien sûr. Il y a des diversités de dingue, mais pour ce petit caractère, ça suffit. Voilà. Ensuite, j'ai un œil, et je lui ajoute le peuple. Mhm. Ça aussi, c'est un kanji assez courant. Hop, l'œil et le peuple. Ça, c'est le kanji du sommeil. C'est le verbe nemuru. On a aussi l'adjectif nemu-i qui veut dire j'ai sommeil, j'ai envie de dormir, je suis groggy, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Et en lecture on, bah, il a la même lecture que la partie droite, donc min, qu'on retrouve dans le mot suimin, qui veut dire le sommeil. Voilà, avec ce premier kanji qu'on avait déjà vu il y a quelques temps. Voilà, voilà. Et donc, moi j'ai pensé qu'un peuple qui fermait les yeux, c'était un peuple en sommeil. Hmm. Hein, que quand le peuple se faisait peut-être avoir par les politiques, par ses dirigeants, il avait tendance à fermer les yeux puisqu'il était en sommeil. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Hein. Après, ça nous fait des révolutions. Ah oui, bah, mot sympa aussi, Toomin, vous voyez avec le kanji de fuyu, l'hiver, Toomin, ça veut dire l'hibernation, le fait de dormir pendant tout l'hiver. Vive les kanji quand ils ont un joli sens comme ça. Ok. Ensuite, nouveau petit composant qui est assez particulier au niveau du sens, très imagé, très particulier. Euh, Hop. Donc, je vous le fais, hein, très horizontal. Ensuite, on a une espèce de capuchon, là. Hein. Deux traits comme ça. Et ensuite, un grand trait vertical qui traverse le tout.
et ploc, un petit trait ici. Donc ça, c'est pas un kanji en tant que tel. On va pas l'apprendre comme kanji, on va l'apprendre comme composant. Et ce petit composant, le sens que lui a mis Monsieur Heisig, c'est dog tag. Qu'est-ce que ça veut dire dog tag? Ça veut dire, voilà, ça veut dire à l'origine une petite, comment dire, voilà, une petite tag, c'est une étiquette qu'on met sur le collier d'un chien pour au cas où il serait perdu. Mais par extension, ça désigne aussi les petites médailles qu'ont les soldats, les militaires, autour du cou pour, voilà, en cas de grave accident, les identifier et sur lesquels ils ont leur numéro de matricule et ce genre d'informations qui permettent de les retrouver et de contacter la famille en cas de tragédie. Voilà, voilà. Donc, tout ce petit machin, ça va désigner voilà, une petite médaille, un petit badge qu'on porte comme ça autour du cou. Donc, il est un petit peu bizarre, mais il est très imagé. Donc, ça va nous aider à le retenir. Moi, j'aime bien les choses visuelles, je trouve ça plus facile à retenir. Et donc, ce truc très imagé, on va s'en servir pour faire des petites histoires. Voilà. Le premier kanji qu'on va avoir avec ce composant, on va avoir la clé des doigts à gauche, les doigts de la main, et à droite, on va avoir notre petit comme dog tag, notre petit médaillon autour du cou, là. Voilà. Donc j'ai les doigts et j'ai ma petite plaquette d'identification pour les militaires. Moi j'ai plus retenu les militaires que les chiens. Voilà, voilà. Le sens de ce kanji, c'est attraper. Attraper. Capturer. Vous voyez, ça peut être le verbe toru, encore le verbe toru, il a plein de kanji qui peuvent servir à l'écrire, mais surtout, on va trouver toraeru, hein, comme lecture, ou encore tsukamaeru, surtout tsukamaeru d'ailleurs, plutôt avec ce kanji-là, qui veulent dire aussi capturer, attraper quelqu'un. Tsukamaeta zo, ça y est, je t'ai attrapé. On a la lecture ho, comme dans le mot tairo, si je ne dis pas de bêtises, voilà, tairo qui est la capture, la saisie de quelqu'un, d'un criminel par exemple qui est en fuite. Tairo shimashita. Hanzaisha o tairo shimashita. Nous avons attrapé le coupable, le criminel. Voilà, voilà. Et alors, à quoi ça m'avait fait penser à un truc dans un vieux jeu vidéo qui était Metal Gear Solid 2, auquel on peut encore jouer, qui est disponible sur plein de plateformes. Dedans, le personnage, c'est un jeu d'espionnage, et donc le personnage principal, Solid Snake, quand il arrive à surprendre des ennemis en les prenant, en arrivant derrière eux, en leur disant freeze en sortant son flingue, il peut les capturer par exemple. Et il peut aussi, s'il les menace suffisamment bien, récupérer leur dog tag, donc leur petite plaquette d'immatriculation. C'est une sorte de jeu dans le jeu qu'on peut faire, parce que c'est un jeu assez grand, assez sympa, que j'avais bien aimé. Et donc j'avais pensé ça, j'avais pensé qu'il sortait ses doigts là pour faire freeze, voilà, il sortait ses doigts pour faire comme s'il avait un flingue, et que il capturait un soldat ennemi et qu'il récupérait sa petite plaque d'immatriculation. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, on peut aussi imaginer que voilà, quand on capture avec les doigts les ennemis, ces ennemis, on récupère leur petite plaque d'immatriculation comme une espèce de trophée, de trésor de guerre. Ça peut marcher. Ensuite, ah oui, le suivant. Oh, oh. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Vraiment, vraiment longtemps. Donc cette fois-ci, on a à gauche la clé de la bouche, petit. Et à droite, notre petit médaillon militaire. Tiens, je vais dire ça, médaillon militaire, ça va être bien. C'est plus
Donc, le sens de ce kanji, c'est donner le sein. Eh oui, eh oui. Ou téter le sein. Hein. Hagukumu, ce verbe. Bon, alors. Ah, ils nous le mettent même pas avec. Ah oui, parce qu'on va plutôt l'avoir avec Sodat, avec celui-là, tout à fait. Bon, c'est pas grave, mais bon, le verbe hagukumu, ça veut dire nourrir, faire grandir un bébé. Hein, nourrir dans le sens nourrice, vous voyez. Donc ça peut vouloir dire donner le sein. Fukumu, ça va être plutôt rare. Euh, Sinon, en termes de composés, de mots composés, ben voilà, honyu, c'est le fait de donner le sein. Hein, ou de recevoir du lait. Merci Skippy85, arigato gozaimasu. Alors, voilà. Et moi, j'avais pensé à quoi? Bah, je m'étais fait une simple image mentale d'une femme militaire, donc avec sa petite plaque d'immatriculation, qui était en train de donner le sein à son bébé avant de devoir partir au front. Voilà. Et donc, il y avait la bouche du bébé qui tétait le sein juste à côté de la plaque d'identification, du médaillon d'identification, je sais pas comment j'ai dit, médaillon militaire de ma soldate qui était aussi maman dans mon histoire et qui donnait le sein à son petit bébé. Voilà comment j'ai retenu ce petit kanji. Ensuite, le suivant, ouais, j'ai encore des histoires de militaires là, et de coups d'état. Donc là, on a l'eau, hein, les trois traits de Sanzi, l'eau à gauche. Et à droite, on va avoir notre médaillon militaire. Bon, le sens de ce kanji, c'est... oulala, oh, c'est pas tellement ça, hein. C'est pas tellement... Ouais, c'est marrant. Oula, j'ai pas cliqué sur le bon, les amis. Ouais, voilà pourquoi j'étais perdu. Non, c'est pas celui-là. Bam, bam, bam. Ben non, c'est pas lui, les amis. Boum, 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 boum. Ah, ça m'embête. Comment ça se fait qu'il m'en ait mis un plus compliqué que celui que j'ai dessiné? Il me reconnaît pas là. Allez, on va prendre notre temps. On va chercher par clé. Donc, on va prendre notre clé de l'eau, notre clé à 3 traits. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Où est-elle? Où es-tu, ma petite cocotte? 1, 2, 3. J'ai du caca dans les yeux. Non, la voici. Et ensuite, on va voir combien de traits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 3. Donc ça nous fait donc un kanji à 10 traits. Et où te caches-tu, mon petit kanji à 10 traits, hein? Parce qu'il y en a beaucoup. Des kanji avec la clé de l'eau. Il y en a beaucoup, les amis. Où es-tu? Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas un ami. Ah, le voilà. Voilà, petit coquin. Tu ne m'échapperas pas. Voilà. Ah oui, c'est le Eura de Danno Eura, bien sûr. Hein. J'avais un petit peu oublié cette prononciation. Bon, c'est pas un kanji des plus super fréquents. Il désigne une baie, un golfe, une crique. Ok. Donc Ura, ça n'a rien à voir avec le Ura qui est l'envers de quelque chose. Voilà. Donc une baie, une crique. Et puis voilà. Hein. Il y a la prononciation Ho, comme les précédents. Donc Kaiho avec le Kai de Umi, la mer. Kaiho, c'est donc une baie, une plage. Hein. Moi, j'ai pensé à l'affaire de la baie des cochons. Alors, si vous vous souvenez de votre histoire, euh, c'était un débarquement qu'avait organisé. C'est une tentative d'invasion de Cuba par les États-Unis qui avait eu lieu en 61. Organisé pour... Voilà. Donc, vous verrez des choses juste sur Wikipédia. Et ça a été un échec complet, une tentative de coup d'État.
Donc moi j'ai pensé que voilà, il y avait des militaires avec leurs petites plaques là, qui débarquaient de l'eau depuis la plage dans la baie pour essayer d'aller renverser Fidel Castro et que ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, j'ai pensé à la baie des cochons avec ce truc là. Et vous pensez bien sûr à la baie ou la plage qui vous plaît à vous. Et le suivant, alors le suivant, c'est vraiment pas facile, je trouve. Hop, mais on va quand même l'étudier. Donc vous voyez que c'est exactement celui qu'on vient de faire, avec juste en plus, en haut, la clé des plantes, la clé des fleurs. On a notre baie et on a des plantes dans la baie. Bon, bah, les plantes de la baie des cochons. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors en anglais, ça nous aide pas. Ça nous dit bulrush. Ok, qu'est-ce que ça veut dire bulrush en français? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, ça s'appelle comme ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas un oiseau. C'est une plante, les amis. C'est pas grave, on va le trouver. Moi, quand j'ai du mal, bon voilà, hein, vous savez, la botanique, c'est ma bête noire. Donc là-dessus, moi j'ai une image mentale de ce à quoi ça ressemble. Mais alors, à quoi ça... Voilà. Donc ça se prononce gamma et ça ressemble à ça. Ok. Bon. Comment ça se dit en français? Super, j'ai même pas... Ah si, j'ai quand même une page. Comment ça s'appelle? La massette à large feuille. Oh là là, la massette à large feuille. Et ben ça c'est un Joyo Kanji. Et ça donne un petit peu envie de se pendre. Heureusement que ça arrive tard. Bon. Moi j'ai juste pensé que voilà, c'était un type de plante qu'on retrouvait dans nos amis les baies, histoire d'avoir un peu une histoire avec le kanji qui marche. Bon, j'avais surtout retenir la prononciation gamma parce qu'on tombe dessus quand même de temps en temps. Ah non, c'est pas un Joyo Kanji, pardon, c'est un Jinmei Kanji. Je sais vraiment pas pourquoi il nous l'a mis celui-là, hein. Ah, ici, il était pas du tout obligé. Je sais pas, il a voulu prendre un peu d'avance. Bon, franchement, si vous faites l'impasse sur celui-là, vous n'aurez aucun problème. Allez-y, on continue, on continue, on continue. Le suivant, lui en revanche, il est plutôt sympa. À gauche, je vais avoir un élément assez compliqué qui est le cottage, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, qu'on voyait notamment dans Inaka, la campagne, hein, qui se compose d'un chapeau, là, comme ça, hein, ou d'un petit parapluie, le sol, hein, la terre, et en dessous la bouche. Et à droite, j'ai donc mon médaillon militaire. Hmm. Hop, mon petit médaillon, mon petit médaillon. Et à gauche, je vais y arriver, mon cottage. Mon cottage, c'est une petite maisonnette campagnarde. Tout ça, ça désigne une boutique, une échoppe. J'aime bien ce mot-là, une échoppe pour le distinguer de l'autre kanji qu'on avait déjà vu pour un magasin qui est Mise, qui est beaucoup plus courant. Mais celui-là, on le trouve, donc avec cette prononciation ho, on le trouve en combiné dans le mot tempo. Tempo, qui n'a rien à voir avec le tempo de la musique. Ce tempo-là, ça veut dire une échoppe, une petite boutique. Et c'est un mot assez courant, on le voit. Et là, j'ai pensé qu'un petit cottage qui avait... j'ai pensé que là, mon médaillon militaire, je l'ai un peu agrandi. Et j'ai pensé que devant mon cottage, j'avais une plaque comme ça qui ressemblait, qui avait la même forme qu'un médaillon militaire, mais qu'en fait dessus était inscrit le nom de ma boutique. Vous voyez les plaques, ça a sans doute un nom en français qui m'échappe, mais les plaques, les enseignes, voilà. Une enseigne, voilà, un grand médaillon militaire que je mets devant ma boutique, c'est l'enseigne. Et voilà. Au musée Carnavalet à Paris, il y a une salle où il y a pas mal de vieilles enseignes
qui est très sympa. C'est mon musée préféré, le musée Carnavalet. À Paris, il est absolument gigantesque. Alors là, on va se refaire la clé du manteau. Hein, n'oubliez pas la clé du manteau. La différence avec la clé de l'hôtel à UTL, c'est ce petit trait en plus qu'on a. Hein, et l'ordre des traits n'est pas exactement le même. Donc j'ai un manteau. Et à droite, j'ai toujours mon petit médaillon militaire. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu cette fois-ci? Pas trop, pas trop. J'ai pas trop aimé la façon dont j'ai dessiné ma clé à gauche, je pense. Alors celui-là aussi, sa prononciation on, c'est ho, donc je vais me galérer un peu à le retrouver. Bon allez, on retente. On va redessiner. 1, 2. Ou alors je fais ça. Allez, je vais le faire comme ça. On va voir si l'ordre des traits est mieux là. Mon ordre des traits est loin d'être parfait, vous le savez maintenant. Donc on tente, on tente, on tente. Ah non, il aime pas plus. Hein. Ok, ok. Ok. Allez, bon, on va le rechercher par numéro, ça va être un petit peu plus rapide. Tchoc. Hop. Hip. Hop. Bim. Alors, voilà, Oginav. Le verbe me manquait. Hein. Oginav, ça veut dire compléter quelque chose, compenser, remplir un vide. Vous voyez ah bah zut, il n'y a pas machin, va falloir remplacer, va falloir compléter à sa place. Hein. Oginav. Un verbe assez utile, ma foi, que j'avais un petit peu oublié là. Et la lecture on, c'est encore ho, comme dans le mot hokan, hein, le complément, venir compléter quelque chose. On peut dire, comme mot-clé, c'est pas mal complété. C'est pas mal du tout, ça marche bien. Le complément. Oginav. Alors, donc là on a un manteau et on a une plaque d'identification militaire, un médaillon d'identification militaire. Et tout ça, ça vient compléter. Ça vient compléter quoi? Bah moi j'ai pensé aux histoires de surplus. Il y a des boutiques qui vendent des fringues militaires qui sont censées être des surplus de l'armée. On ne sait pas trop comment ils les ont obtenus. Et il y a des gens qui aiment bien acheter ça par fascination pour l'armée. Tant mieux pour eux, pas de problème. Et donc, moi j'ai pensé à quelqu'un qui voulait compléter sa collection, qui voulait compléter peut-être un déguisement pour, je sais pas, pour Halloween ou je sais pas quoi, pour se donner l'air d'un militaire, et qu'il était allé acheter dans une boutique, j'avais pensé aussi à la boutique d'avant, hein, eh bien, des plaques d'identification et un gros manteau militaire pour compléter sa tenue pour Halloween, je ne sais plus pour quelle occasion. Voilà un petit peu ce que je m'étais dit. Alors, là, on va avoir un truc un peu chaud, parce que bon, je trouve ça assez discutable le choix qu'a fait Monsieur Heissig, mais on va quand même le suivre là-dessus, parce que vous connaissez, on a déjà vu ensemble ce composant-là. Voilà. Mais jusqu'à présent, on l'a vu à gauche des kanji. Là, on va le voir à droite des kanji. Et quand il est à droite des kanji, euh, il a étymologiquement un sens différent, et Heissig a décidé qu'on utiliserait ce sens différent. Je ne sais pas trop pourquoi, on aurait pu garder l'idée du sommet, bon bref, il a choisi de le faire comme ça, c'est pas grave. Le sens qu'on va lui donner, c'est des remparts, les remparts d'une ville. Donc à gauche c'est le sommet et à droite c'est les remparts. Donc on peut penser le sommet des remparts, si vous aimez bien l'anime, le manga Shingeki no Kyojin, ça peut vous parler aussi, parce qu'il y a des histoires de remparts. On va voir.
Alors, d'abord, à gauche, je vais avoir mon nom de famille, un trait en dessous. Vous savez ça, on l'avait dans Hikui, bas, la bassesse. Et à droite, je vais avoir mes remparts de la ville. Ok. Est-ce qu'il m'a reconnu? Oui. Merci, merci. 10 choses, on avait marre de chercher le caractère. Donc, ce kanji peut se prononcer yashiki. Voilà, pour désigner une résidence, une belle résidence. C'est pas une petite maison de rien du tout. Hein. C'est pas une bicoque là. Hein. C'est une belle résidence, une grande maison. Et sa lecture on, c'est tei, euh, comme, comme d'autres kanji qui utilisent cette partie gauche là. Comme vous vous souvenez peut-être, mais quand on avait vu cette partie gauche là, dans le kanji de hikui, qui veut dire bas, j'avais pensé que les personnes qui avaient l'histoire que je m'étais faite pour retenir Hikui, c'était des personnes de basse caste, de basse condition, qui devaient ramper sur le sol parce qu'elles avaient un nom de famille, le nom de famille qui allait pas, quoi. Ils avaient un nom qui disait que c'était pas la caste des brahmanes en Inde ou que c'était pas la caste des samouraïs au Japon médiéval, enfin au Japon de l'époque d'Edo plutôt. Voilà, donc j'avais pensé à cette histoire et j'avais pensé à des personnes de basse extraction qui ne pouvaient pas dépasser les remparts. Les remparts de quoi? Bah, les remparts de la magnifique résidence des personnes qui, elles, avaient plein d'argent, hein, avaient plein de sous. Donc voilà, qu'il y avait un gros mur d'enceinte comme ça, un gros rempart qu'ils ne pouvaient pas franchir, que c'était les limites de leur monde et eux, ils devaient rester dans les bas-fonds. Ils n'avaient pas une belle résidence, une splendide yashiki, comme on dit. On a ouais, Kote aussi, hein, c'est la résidence officielle. Ok, suivant. On prend un petit chapeau, une bouche et un enfant en dessous. Ça veut dire recevoir, hein, on l'avait vu il y a quelques temps. Et à droite, on a notre rempart, notre grand mur d'enceinte. Le sens. C'est kaku qui se lit celui-là. Hein. C'est le kaku de rinkaku, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Ce kanji, on le trouve dans le mot rinkaku. Est-ce qu'ils nous l'ont mis là? Oh, pourtant, c'est un mot courant. Rinkaku, qui veut dire le contour. Le contour, voilà. L'enceinte de quelque chose. Et c'est le sens de ce kanji, c'est l'idée, enfin, on a le mur d'enceinte et on a eu l'enceinte elle-même, le fait d'enceindre, ça doit être un verbe en français j'imagine, donc d'encercler, l'encerclement, tout ça. Euh, de créer une... Ouais... Ah, de créer un pourtour à la périphérie, quelque chose comme ça. Kuruwa, ouais, Kuruwa, on va plutôt avoir autre chose. Euh, mais donc, c'est donc un endroit fermé, une zone délimitée fermée. Bah, délimitée par quoi? Par des remparts. Donc là, j'ai encore pensé à ma résidence juste avant, là, ma splendide résidence où ne sont pas admis les personnes de basse extraction qui ont un mauvais nom de famille. Et ben, j'ai pensé qu'à l'intérieur de ces remparts, on y donnait de magnifiques réceptions pour les grands de ce monde, et qu'on voulait certainement pas que des personnes pauvres rentrent dedans. Ensuite, là, à gauche, on va avoir le kanji de Kimi-kun, qui désigne un jeune garçon, en suffixe. Ou Kimi, c'est toi, une façon plutôt affectueuse de s'adresser à quelqu'un. Affectueuse ou en tout cas très familière. Et à droite, je vais avoir mon mur d'enceinte. Alors, est-ce que il va me le reconnaître ou est-ce qu'il va encore me dire prout prout?
il a l'air de me dire prot-prot, hein. Non. Bah tant pis, on va mettre ce con là. Il ne le trouve pas. Alors pas ce gun là. Ce gun là, voilà. Donc je me suis souvenu effectivement de la prononciation gun, hein, qui désigne un district. Voilà, on peut le trouver en suffixe après des noms propres pour indiquer une zone, un district. Donc, voilà, Kori, non. Ça me dit trop rien. Mais ce gun, on le trouve. Attends, c'est pas aussi Shokogun? Ah non, ça c'est un autre, ça, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux un petit instant. Non, ce gun, c'est donc le district. Moi, j'avais repensé ce kun là. À chaque fois, il me fait penser à un personnage d'animé. L'animé Evangelion que j'aimais beaucoup quand j'étais ado, qui était Ikari-kun. Et donc je pensais toujours à lui. Et j'ai pensé, comme il pilotait un robot géant qui pouvait passer par-dessus les remparts, hein, les grands murs d'enceinte de tous les districts de la ville de Tokyo, où il pilotait son grand robot. Donc une histoire très perso. Mais si vous, il y a un autre personnage, si vous aimez bien les animés, les mangas et tout, il y a un autre personnage, vous vous dites, ah c'est ce personnage-là, je vais l'associer à ce kun et tout, eh bien, vous pouvez peut-être imaginer où est-ce qu'il habite, dans quel district, dans quel comté, et lui mettre des remparts autour de lui. Et ça peut vous faire une petite image mentale qui peut bien marcher. Ensuite, on va avoir le kanji du croisement, de l'intersection, du networking. Tu as toujours une fonction un peu sociale à ce kanji à gauche, un peu guindé, un peu pince-fesse. Et à droite, je vais avoir j'y arrive, mes remparts. Et ce kanji-là, qui se prononce ko, comme la partie gauche là, on le trouve dans des mots comme kogai, kogai, qui veut dire la banlieue autour d'une ville, hein, les alentours. Et voilà. Bah moi j'ai pensé que on devait passer. Alors là le rempart, j'ai pensé que c'était le périphérique parisien, qui est un peu vu parfois comme un mur qui sépare la capitale de la banlieue. Infranchissable pour certains peut-être, je ne sais pas. Pour moi, Dieu merci. Donc ce mur, bah, j'ai pensé qu'il fallait le franchir pour aller à la rencontre, aller se mélanger, croiser des gens qui habitaient en banlieue. Voilà. J'ai pensé que si on était dans la ville, il fallait franchir le rempart. Dans ma tête, c'était le périphérique pour aller se mélanger, aller croiser des gens en banlieue. Voilà. Peut-être que c'est au-delà des remparts qu'il y a la vraie vie, qu'on ne reste pas dans son petit microcosme. Voilà, voilà. Ensuite, là, on va avoir un kanji qu'on voit très tôt, puisqu'il est dans un mot de vocabulaire, dans plein de mots de vocabulaire très très courants. Donc, à gauche, j'ai la muselière. La muselière, hein, avec deux bouts, ou le vase en haut et la bouche en dessous. Si vous avez oublié que ça c'était la muselière, vous pouvez très bien vous faire une histoire en redécomposant, en disant debout avec ma bouche ouverte, je ne sais quoi. Et à droite, j'ai mon rempart. Hop, est-ce qu'il me l'a reconnu? J'ai l'impression qu'il aime pas quand je fais mon truc à droite là. Oh là là. Comme s'il voulait que je fasse un seul trait peut-être. Ah c'est ça en fait, ça il veut un seul trait. Bon ok. Ok guy. Tout ce que tu veux. Alors, ça, c'est une section. Un bout. Ça se prononce d'ailleurs be. Hein, c'est le be de bucho. Si vous utilisez des méthodes un peu classiques comme Minna no Nihongo, vous allez trouver. On va vite vous parler de bucho, qui est le petit manager, le petit chef de bureau, le petit chef de la petite section, hein, la plus petite division dans les. Dans l'entreprise japonaise. Il y a le bucho, il y a le kacho, il y a le shacho. Le kacho, c'est le directeur, puis après le shacho,
le chef de l'entreprise. Donc le bu, on le trouve aussi dans le mot heya, hein, qui veut dire une chambre, une pièce d'une maison. Heya. Ok. Sinon, be. Euh, Quelle histoire je m'étais fait avec ce truc-là? Parce que c'est quand même un kanji assez courant. Donc je le mémorisais déjà bien quand je l'ai réétudié avec cette méthode. C'est... Peut-être que je m'étais fait une histoire comme il y a la muselière et les remparts, là. Je m'étais peut-être... toujours avec mon... Comme je m'étais fait des histoires où les remparts étaient une façon de diviser la ville en différentes sections, différentes castes, différentes sections sociales, tout ça. J'avais peut-être imaginé que les différents remparts étaient gardés par des chiens avec des muselières pour s'assurer que personne ne sortait de sa section. Ah oui, j'avais pensé à la ville de Berlin occupée après l'occupation, après la Seconde Guerre mondiale, qui était divisée en quartiers. Il y avait la zone française, la zone britannique, la zone russe et tout. Puis qui a ensuite donné le mur de Berlin. Donc c'était ça en fait. J'avais pensé à la section russe qui était devenue Berlin-Est et qui avait été on avait où là où en une nuit quasiment des remparts un rempart avait été construit et gardé par des chiens avec des muselières. Voilà, voilà. Touk touk touk. Qu'y a-t-il? Donc voilà, c'était la section russe qui était devenue Berlin-Est. Le suivant. Alors, à gauche, on va avoir le fait de pendre, pendouiller, être suspendu, être épandu. Je sais plus d'ailleurs si on fait d'abord. Non, je pense que je vais faire d'abord celui-là et après le petit trait du bas qui sera légèrement oblique. Et à droite, je vais donc avoir mes remparts. Donc j'ai quelque chose qui est suspendu au rempart. Ouh. Qu'est-ce que c'est que cette chose suspendue au rempart? Il s'agit du courrier. Et oui, c'est le Yu de Yubin Kyoku. Yubin Kyoku. Un mot assez compliqué qu'on apprend souvent au début quand on fait des méthodes un peu vieillottes comme Minano Nihongo. Voilà pour dire le bureau de poste. Yubin Kyoku. Yubin, le courrier. Donc moi j'ai pensé que pour livrer le courrier, j'ai pensé que les gros sacs de la poste, les gros sacs de jute là contenant plein de lettres, il y avait des gens dont c'était le boulot d'aller les apporter devant les remparts de la ville et de les suspendre à la porte pour qu'ensuite il y ait quelqu'un qui vienne les chercher, qui est un facteur qui vienne chercher le gros sac et distribuer le courrier chez les destinataires. Donc je pensais qu'il était pendu comme ça, je pensais à un gros sac de jute rempli à ras-bord de lettres et de cartes postales qui était suspendu comme ça devant les remparts de la ville. Voilà, voilà. Ensuite, je vais donc avoir... celui-là, effectivement, on l'a pas vu depuis un petit moment. Parce que parfois il a des formes un peu particulières, comme ici. Là, il va être bien vertical. Si vous vous souvenez, ça c'était le buisson. Les buissons. Et à droite des buissons, j'ai donc mes remparts. Oh, il aime vraiment pas. Ah bah si, quand même. Hein, ce kanji désigne mon pays natal. Vous voyez, il peut se prononcer Kuni. Bon, c'est pas ce kanji-là qui se prononce. Enfin, quand vous pensez Kuni, le pays, c'est pas du tout à ce kanji-là qu'on pense. Hein. Mais voilà. Il peut être comme ça. C'est un Jinmeiyo ou c'est un Joyo? Non, c'est un Joyo. Notamment, ce mot-là, la Houjin, ça veut dire un ressortissant du pays. Sous-entendu, un ressortissant japonais. Hein, dans le contexte d'un texte japonais, c'est le terme qui est utilisé pour désigner des Japonais, des ressortissants japonais qui se trouvent à l'étranger. Houjin. Donc voilà, des gens qui viennent du pays natal.
Et là, j'avais repensé, là, comme avec ces murs de rempart, j'avais repensé encore à l'attaque des Titans. Désolé, je vous en parle souvent, mais bon, c'est aussi pour vous inciter, vous, à trouver des choses qui vous parlent à vous. Euh, Parce que dedans, il y a une histoire de certaines personnes dont le pays natal est situé au-delà des murs, des remparts de la ville. Donc j'ai pensé que dans leur pays natal, il y avait des buissons, de la végétation, et que c'était un paysage très beau, et que ces personnages-là voulaient y retourner. Voilà, donc mon pays natal. Ho de Hoji. Le suivant. Alors, celui-là, il est assez particulier parce que à gauche, on va avoir katana, hein, on va avoir notre épée japonaise, traversée de deux traits. Donc ça nous fait une nouvelle forme un petit peu bizarroïde. Et à droite, je vais avoir les remparts. Hop, il me l'a trouvé. Dieu merci. Merci beaucoup. Hop. Ce petit kanji, c'est un kanji interrogatif. Hein. Étymologiquement, vous voyez, il pouvait se prononcer nani, nanzo, ikan. Euh, c'est pas le kanji de nani. Hein. Le kanji de nani, il y en a un, on l'a déjà vu. Coucou Yami Skehiro. Hein. Voilà. Eh bien, si tu l'as trouvé, hein, c'est le na de danna qui veut dire le mari. Danna, le mari de quelqu'un. Moi, c'est vraiment dans ce kanji-là que je l'ai vu. Je vous avoue, je ne le connais pas trop dans d'autres mots. Voilà, la ville de Naha, bref, vraiment pas facile, quoi. Hein. Le mot de vocabulaire le plus courant où on a ce kanji, c'est danna. Danna. Qui est un mot assez courant. Voilà. Bon, du coup, faire le lien avec ce sens d'interrogation, on peut s'interroger sur l'intérêt de le faire dans la mesure où on va rarement trouver ce sens interrogatif dans les mots où on va le voir. Mais bon, c'est pas grave, on peut quand même essayer de le faire. Moi, j'avais imaginé que en haut de mes remparts, euh, j'avais toujours encore pensé à l'attaque des Titans à cause de ces grands remparts, de ces murs d'enceinte de la ville, et qu'il y avait quelqu'un qui était menacé par... Enfin, il y a différentes scènes qui se passent en haut des remparts, et donc j'avais pensé à une scène où le mari de quelqu'un, peut-être le père du héros, se retrouvait menacé en haut du mur, avec un couteau sous la gorge, même deux couteaux sous la gorge, et qu'on lui faisait un interrogatoire en lui posant des questions. Donc j'avais cette idée d'interrogatoire avec cette scène dans ma tête qui me permettait de mémoriser à peu près le sens interrogatif de ce kanji. Et je me rends compte que j'ai loupé un petit kanji, donc je vais le rattraper. C'est le kanji numéro 1989 que j'ai loupé. On va y aller tout de suite. Bam bam bam, oui. Le kanji que j'ai loupé juste avant, le 1989. Alors, il commençait par quoi? Il commençait par le sha de geisha. Moi, c'est vraiment ça, ce kanji. Hein, c'est-à-dire une personne qui fait quelque chose. Sha de geisha, par exemple, qui prononce aussi mono pour désigner une personne et non pas le mono qui désigne un objet, une chose. Et je vais avoir mes remparts à droite. Ah oui, il préfère que je lui fasse en un seul. Hein, voilà. Ce kanji-là, moi, comme à gauche, pour moi, c'est le chat de geisha, c'est beaucoup comme ça que je retiens ce kanji. Et que ce kanji signifie la métropole, la capitale. Vous voyez le mot Miyako, c'est le to de Kyoto, hein, la ville de Kyoto. Ça, c'est écrit avec ce kanji-là, hein, la capitale, parce que ça aussi c'est Miyako, c'est aussi la capitale. Hein, Miyako, on peut le trouver avec les deux kanji.
Cette capitale, donc la ville capitale, j'ai pensé que dans la ville capitale, à l'intérieur des remparts de la capitale, il y avait plein de geishas, Kyoto, voilà, petite image mentale comme ça, et ça avait très très bien marché pour moi, ça fait que je n'oublie pas ce kanji. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah oui, tout à l'heure on avait vu mon pays natal, maintenant on va voir un truc un peu similaire. Oups. Qui va commencer par le cocon, petit élément, cocon qu'on avait vu il y a quelques temps. Et à droite, je vais avoir l'argent et l'argent et le rempart. Et il me l'a bien reconnu, merci Jisho. Donc, le sens de ce kanji, c'est Sato, c'est-à-dire le pays, la ville natale. La ville natale. On a aussi, donc avec cette lecture Kyo, Kokyo, qui veut dire donc mon pays natal, là où je suis né, qui se prononce aussi Furusato, bien sûr. Voilà. Kokyo, Furusato. Les deux mots existent et sont utilisés, synonymes. Donc le cocon, argent, les remparts. J'ai repensé à mes personnages là qui voulaient retourner dans leur pays natal là, que j'avais vu tout à l'heure. Donc c'était un joli pays dans lequel il y avait, donc qui était par-delà les remparts et dans lequel il y avait des buissons, des jolis buissons de la nature. Et j'ai pensé que dans ces buissons, il y avait des vers à soie fantastiques qui tissaient avec leur cocon des fils d'argent. Voilà. Fait une image un peu bucolique. Et donc dans leur ville natale, de leur pays natal, par-delà les remparts, il y avait des jolis vers à soie qui faisaient des cocons en argent. Voilà, voilà. Tout cet élément-là, on va le retrouver en haut du kanji suivant. Donc on va essayer de le faire pas trop grand. Hop. Parce que ça n'est que la partie supérieure. Hop. 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 Et en dessous, je vais avoir complètement écrabouillé le son, le bruit. Oto. Ce kanji, il est super moche. Super, super, super moche, je trouve, perso. Parce que voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5 éléments disposés. Ils sont un peu écrabouillés. Mais je trouve qu'il se retient pas trop mal. Son sens, c'est l'écho, la réverbération. Quand vous avez un bruit qui blablabla se reflète un peu partout. C'est le sens du verbe hibiku, résonner. Résonner. Et Kyo, on peut le trouver dans quoi? Dans Eikyo, si je dis pas de bêtises. Voilà, Eikyo, l'influence. Avoir un impact, une résonance particulière, etc. Eikyo, une influence. Donc voilà, le verbe hibiku. Donc, moi j'ai pensé que dans mon pays natal, dans ma ville natale, au-delà des remparts, il y avait donc voilà tout ça. Donc j'ai ma ville natale. Et sur les remparts de ma ville natale, je faisais rebondir une petite balle. Je sais pas d'où sortait ma balle dans mon histoire. Mais j'ai pensé que ça faisait du coup beaucoup d'écho, ça résonnait dans tous les sens. Vous savez, si vous êtes comme dans une cour d'école, vous voyez, ça résonne vachement parce qu'on est entouré de bâtiments et ça a tendance à voilà, le son est balancé dans tous les sens. Et j'ai pensé à ça avec mes histoires de murs d'enceinte au-dessus et au son qui pouvait venir, qui résonnait. On n'est même pas obligé de penser à une balle au son d'une balle qui rebondit. On peut simplement penser que voilà, que si dans ma ville natale on est entouré de remparts, il y a une grosse résonance du son et que c'est très très loud, comme on dit en bon français. Ensuite, je vais avoir le kanji de bien, bon.
dont le sens en tant que composant donné par Heissig avait été le halo, H-A-L-O, un halo d'ange. Hein, c'est la même chose que l'argent, mais avec un petit trait en haut. Et à droite, encore lever le stylo, j'aurais pas dû, hop, j'ai donc mon rempart. Ce kanji là, c'est le fils. Le fils, bon, c'est pas le kanji pour écrire le mot otoko, ne vous inquiétez pas. C'est rarissime ça, j'ai jamais vu ça. Néanmoins, on le trouve dans le prénom des fils, des garçons très souvent. À chaque fois que vous voyez un japonais, un homme qui s'appelle Ichiro, Jiro, Saburo, bah c'est ce ro là qui désigne vraiment un fils. Ichiro, c'est le premier né, Jiro, etc. Deuxième, Saburo, le troisième. Au-delà, j'avoue, je ne sais plus ce que c'est. Pareil pour les noms composés. Donc voilà pour ce petit kanji qui est du coup assez courant. Quelle histoire de fils on peut avoir? Ah mais oui, j'avais pensé au fils, j'avais pensé à Jésus. Puisque Jésus, fils de qui vous savez, dans les religions chrétiennes. Donc j'ai pensé qu'il avait un joli halo et que j'ai pensé à ces histoires de quand Jésus est peut-être arrivé à Jérusalem, quelle histoire je m'étais faite, un truc comme ça, et qu'il avait toqué au rempart de la ville et que les gens voulaient pas trop le laisser rentrer parce que ne savaient pas trop qui c'était ce bonhomme-là, qui avait toute une cohorte avec lui et j'avais peur que ça perturbe l'ordre établi. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Jésus, fils de Dieu, fils de, avec un halo qui toquait aux portes de la ville pour rentrer avec ses apôtres et tout ça. Des vieux restes d'éducation religieuse. Ensuite, on va avoir la cave et en dessous notre fils. Faut vraiment que j'apprenne à le faire en un seul trait, lui. Hop. Et voilà. Il a été reconnu tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Ce kanji, c'est le ro de roka qui signifie un couloir, un corridor, un corridor, un roka, un petit passage entre deux bâtiments, entre deux pièces, un couloir. C'est vraiment le sens de ce kanji, le couloir, le corridor. Donc, j'ai encore pensé à mon histoire de fils de Jésus-Christ, fils de Dieu, comme il était un peu, voilà, ce qu'il disait, ça plaisait pas à tout le monde, qui devait aller se planquer dans les caves et qui se déplaçait de cave en cave via des petits corridors souterrains. Bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Jésus, mais ça m'a permis de mémoriser ce kanji, donc ça marche. Voilà. Imaginez des caves. Après, si vous pensez vraiment, enfin voilà, les corridors souterrains, c'est toujours un peu flippant, c'est toujours un peu étroit, étriqué et tout. Donc ça peut bien marcher. Faut juste vous trouver une histoire avec un fils dedans, un truc comme ça. Ok. Alors, le composant suivant, il est un petit peu pénible, je trouve. C'est l'idée de... Alors, je vais vous montrer, on fait comme ça. Et ensuite, comme ça. Je fais n'importe quoi. Et ensuite, comme ça. Voilà. Ça, c'est un composant. Bon. Pas dingue, hein. Pas dingue, notre ami le composant. Et le sens qu'on va lui donner, c'est le fait de traîner quelque chose. Ok? Traîner quelque chose. Traîner le long du sol. On traîne quelque chose. Quelque chose qui traîne. Donc, on traîne quelque chose. Qu'est-ce qu'on va traîner là? On va traîner 10 yeux. Ok. Les 10 yeux, on les avait déjà vus, hein, avec 10 et en dessous l'œil.
On les avait déjà vus dans d'autres kanji. Et souvent, je les avais associés, moi, dans ma tête, à un espèce de monstre mythologique avec une bête avec 10 yeux. Voilà, un truc comme ça. Euh, et là, j'ai pensé, pour faire sens avec ce kanji, qui est le kanji du bouclier, hein, on se lit tout seul tate, tate, ou jun, comme dans le mot mejun, qui veut dire une contradiction, une incohérence. Mejun, c'est l'opposition entre tate, le bouclier, et hoko, qui est la hallebarde. Vous voyez, paf, ça se choque, l'entrechoc entre la hallebarde et le bouclier, mejun, tate. Donc voilà, notre bouclier, notre petit bouclier. Et j'ai pensé à un héros mythologique, j'ai pensé à Persée, qui avait tué la gorgone Méduse. Alors Gorgone, bon, bah voilà, j'ai un peu changé l'histoire dans ma tête. Je pensais que Persée avait tué le monstre à 10 yeux et qu'il traînait sa tête. Parce que Persée, il avait tué la gorgone Méduse grâce à son bouclier dans lequel s'était reflété le regard tueur de la méduse qui avait fait qu'elle s'était retrouvée elle-même pétrifiée par son propre regard pétrificateur. Donc voilà, d'où mon histoire de bouclier. Et donc j'ai pensé que grâce à son bouclier, il avait pu tuer le monstre et il traînait par terre la tête du monstre à 10 yeux. Voilà. Donc j'ai mis 10 yeux à la méduse et ça m'a permis de la mémoriser, de la vaincre. Utile la mythologie grecque. Hein. Ensuite, on va avoir la clé ma colonne de soldats, qu'on avait déjà vu plein de fois. Et à droite, je vais donc avoir mon bouclier. Oui, il est très légèrement incliné, mon 10 là, mais on s'en fiche un petit peu. On s'en fiche un petit peu. Ok ? Donc, ma colonne de soldats et leur bouclier. Ça me crée une séquence, quelque chose de séquentiel, qui se suit en bon ordre. Qu'est-ce qu'on a Taejun? Non, pas celui-là. Quoi je pense? Ah oui, Junkan. La circulation, le cycle. Quel mot me manque là avec ce kanji? C'était pas Junkan. Junshu. Non. Non. Junkanki. Ouais. Bon. En tout cas, il y a l'idée de la séquence. Quelque chose qui se fait séquentiellement en se suivant les uns à la queue les uns à la suite des autres. Les uns à la queue c'est vrai à dire. L'un à la suite de l'autre. Très bien. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit en fait? Eh bien, moi j'ai pensé à l'armée, aux soldats romains qu'on trouve dans Astérix. J'ai pensé qu'ils faisaient tous une jolie colonne avec tous leurs boucliers sur la tête. Vous savez, il y a des formations. J'ai pensé que ma colonne de soldats là. Voilà, j'ai pensé, c'est ça l'image mentale que je m'étais faite. J'ai pensé que ma colonne de soldats, ils se mettaient en formation comme ça pour pouvoir avancer. Donc ils créent une séquence. J'ai pensé à une séquence, voilà, l'un après l'autre. Ils se mettaient en quatre colonnes, là, enfin une, deux, trois, enfin, il y en a 5 là, avec partout leurs boucliers de tous les côtés pour être bien à l'abri et ne pas se faire attaquer. D'ailleurs, je sais pas si c'est très... Ouais, la tactique de la tortue s'appelle visiblement. Mais je pense que c'est pas très cohérent parce que là, ça veut dire que je sais pas combien de boucliers ils emportent avec eux pour pouvoir faire ce truc-là, mais en tout cas... Voilà, donc c'est cette image mentale qui m'a fait penser à leur caractère bien organisé, bien en séquence, bien l'un après l'autre, avec leurs boucliers. Ensuite, on va avoir la clé de l'eau. Ensuite, je vais avoir le fait de traîner quelque chose. Et
une serpillière. Un gros morceau de tissu. Il ressemble pas mal à l'écharpe celui-là et tout. Hein, donc vous pouvez vous les mélanger un petit peu. L'écharpe qu'on traîne par terre, c'est une écharpe qu'on traîne par terre, ça devient un peu une serpillière. Hein, assez vite. Ce kanji là, il est vachement courant. Son sens étymologique, c'est la faction, le groupe, mais il est parfois utilisé pour indiquer un camp versus un autre. Moi, par exemple, je suis du camp chocolatine versus moi, je suis du camp dans le camp de ceux qui disent pain au chocolat, vous voyez. Quand quelqu'un veut un peu définir ses préférences, de quel bord il se trouve, de quelle équipe, pour quelle équipe il joue là, il va peut-être utiliser ce genre de ce petit kanji. Je vais y arriver. On trouve aussi dans le mot ripa qui veut dire quelque chose de magnifique, splendide. Ha. Mais bon, ça veut donc dire, vous voyez par exemple là, incho ha. Ça nous indique un mouvement pictural, les impressionnistes, avec Incho, l'impression, Incho ha. Ça ha, la droite, politiquement, le mouvement, la faction de droite. On a aussi Uha, non hein, si je dis pas de bêtises. Uha, voilà. Pardon, Saha, c'était la gauche, excusez-moi. J'ai confondu encore ma droite et ma gauche. Et Uha, c'est donc la droite. La droite versus la gauche en politique. Donc une faction, un groupe. Donc de l'eau et une serpillière qu'on traîne sur le pont. Moi j'avais pensé à... je m'étais fait toute une histoire. Cette serpillière, j'ai vraiment pensé qu'on s'en servait pour laver le pont d'un bateau. Laver le dessus d'un bateau. Et donc avec de l'eau là, et que j'ai pensé que sur mon bateau, je sais pas pourquoi je m'étais fait toute cette histoire, qu'il y avait une mutinerie, un peu comme sur le cuirassé Potemkin ou sur le Bounty. Il y avait eu des films là-dessus sur la révoltée du Bounty. Il y en avait eu un avec Mel Gibson, je crois, un vieux truc. Et donc j'ai pensé qu'il y avait une faction des matelots qui voulaient plus passer la serpillière sur le pont et qui se révoltaient et qui essayait de balancer le capitaine par-dessus bord et que ça crée un fight, un schisme sur le bateau. Voilà. Ça m'a parlé. Peut-être que ça vous parlera. Ensuite, je prends mon kanji numéro 2000, les amis. Ça y est, on y est. Un kanji numéro 2000. Il nous en reste 200 après, mais ça c'est pour le fun, on va dire. Hein. Donc je commence par la lune, donc souvent les parties du corps. Et à droite, je vais avoir ma serpillière que je fais traîner par terre. Et ce joli kanji numéro 2000 désigne... Ah bah zut alors, j'ai mal cliqué, vous voyez. J'ai mal cliqué. Bon, c'est pas grave, je vais le retrouver comme ça. Aïe. Il désigne une veine ou le pouls. Hein, le pouls, le battement, le rythme du cœur qu'on sent notamment en mettant les doigts sur une veine. On sent le bruit de la pompe, de la grosse pompe qui s'arrête jamais. C'est le sens de ce mot miaku, hein, qui veut dire donc le pouls, P-O-U-L-S, non pas les poux qu'on trouve sur le crâne des bambins depuis toujours. Il est aussi utilisé dans un mot très utile qui est bunmyaku, littéralement le pouls de la phrase, ça veut dire le contexte. C'est beau ça, le contexte. Le contexte de quelque chose, le pouls de la phrase. J'aime bien ça, cette histoire. Eh bien, moi j'ai pensé que mes fameux matelots qui s'étaient révoltés sur leur bateau, qui avaient créé une faction dissidente, qui étaient bien costauds, qui avaient des gros muscles, qui avaient un corps bien solide,
Et que sur leur... on voyait carrément, comme en plus ils s'étaient énervés, là, parce que c'est un contexte de mutinerie, on voyait les veines qui leur parcouraient les muscles, qui leur parcouraient le crâne, tout ça, et qui faisaient qu'ils étaient vachement énervés, quoi. C'est comme ça que voilà, je m'étais fait une petite image avec mes petits matelots. Voilà, voilà. On a réussi, les amis, à étudier 2000 kanji ensemble. Voilà, 2000, c'est beau. Bravo à vous.